Bonjour à tous. Tout d'abord, vient de sortir dans les kiosques le nouveau numéro d'Omerta, le numéro 4, avec notamment un long texte de François Fillon sur sa vision des relations internationales. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ce numéro dans vos kiosques, dans toute la France. Je rebondis en vous rappelant que vous pouvez toujours commander le numéro spécial que nous avions fait sur les Gilets jaunes. Et c'est la transition avec notre invité d'aujourd'hui, puisque nous accueillons sur le plateau d'Omerta Jacqueline Moureau. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous avez été l'une des illustrations les plus connues des Gilets jaunes. Depuis, vous avez fait d'autres choses, nous y reviendrons. Et surtout, vous n'avez pas déserté le combat politique. Première question, qu'avez-vous ressenti ces dernières semaines par rapport au combat des agriculteurs? Est-ce que vous en avez rencontré? Vous habitez en Bretagne, qui n'a pas été la région la plus mobilisée pour des raisons pour lesquelles sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Mais comment jugez-vous cette mobilisation des agriculteurs et pensez-vous qu'elle va perdurer malgré le retrait des barrages? Alors déjà, je trouve que cette mobilisation était superbe. Elle était très bien organisée. Il y avait des chefs, donc automatiquement l'organisation se fait beaucoup plus facilement. J'ai trouvé qu'ils sont partis trop tôt. Évidemment, ils se sont fait avoir par la FNSEA. Et je crois que de toute façon, ils vont revenir, mais sans les syndicats. Parce que quand on compare, par exemple, justement, les Gilets jaunes, 17 milliards, soi-disant qu'on avait obtenu 17 milliards, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Rien. Donc 400 millions, ça va juste changer un grain de paille dans les tables. Alors, on a vu émerger, là encore, des organisations qui existaient mais qui n'étaient pas très connues des Français, comme la coordination rurale, qui est présidée d'ailleurs par une Bretonne, par une agricultrice du Finistère. Est-ce que vous regardez ce nouveau syndicat, il existe depuis 30 ans, depuis Maastricht, mais depuis la contestation de la réforme de la PAC en 92, mais en tout cas nouveau aux yeux des Français qui avaient un peu oublié son existence? Moi, je trouve ça bien, parce que les interventions de la coordination rurale étaient vraiment très pertinentes, puisque de toute façon, qui mieux qu'eux peuvent en parler de ce qu'ils vivent. Donc, je trouve très bien, justement, que ça remette un peu déjà devant les caméras des gens qu'on n'entend jamais, et que ça remette un peu dans la balance la puissance de la FNSEA. Je crois que là, les agriculteurs ont l'opportunité d'inverser les choses aux prochaines élections. Est-ce que vous avez regretté que la population qui soutenait dans les études d'opinion les agriculteurs ne les rejoigne pas? On a vu quelques gilets jaunes rejoindre quelques barrages. Est-ce qu'il y a un problème de convergence des luttes, pour employer ce mot? Pour l'instant, oui, il y a encore un problème de convergence des luttes. Mais je crois que, comme les événements sont rois, qu'à force d'être harcelé, le peuple va finir par se réunir. Pour moi, c'est inéluctable, cette convergence. Il y a une inertie dans les luttes par rapport à... pour moi, le début du réveil des peuples, c'est les Gilets jaunes. C'est 2018. Il y a toute une inertie, évidemment, avant que les révoltes convergent. Mais là, les agriculteurs sont sortis. Moi, je peux vous dire qu'à mon avis, ils vont revenir sans les syndicats et 2 fois plus nombreux. Et puis tout ça, ça va agréger parce que les événements sont rois et que Emmanuel Macron continue son harcèlement, qu'on est occupé par Bruxelles. Donc, comme rien ne va changer, eh bien, ça va faire monter les révolutions, les soulèvements. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence entre les agriculteurs et les gilets jaunes, qui serait que les agriculteurs, tout en considérant toutes les difficultés qu'ils ont, restent une sociologie de petits propriétaires, là où on a vu avec les Gilets jaunes que c'était une France du travail sans aucune sécurité qui s'exprimait. Et on sent plus d'espoir chez les agriculteurs, qui sont peut-être résignés, mais on sent encore qu'il y a de l'espoir, alors qu'on sentait un vrai désespoir
dans les mobilisations des Gilets jaunes, aussi joyeuses puissent-elles être? C'est-à-dire que la mobilisation des agriculteurs, c'est une mobilisation d'entrepreneurs. Donc évidemment, quoi qu'il y en avait énormément sur les ronds-points aussi en 2018, mais eux, leur mobilisation s'est déroulée sous leurs contraintes d'entrepreneurs et de l'entreprise. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça va finir par converger, ça j'en suis certaine. Voilà, donc il y aura une convergence, en tout cas vous appelez de vos voeux une convergence entre les entrepreneurs et les salariés. Déjà, les Gilets jaunes, c'était ça, puisque moi, j'avais défendu les entrepreneurs du TP contre, à l'époque déjà, l'augmentation du GNR. Donc, et c'était des gros entrepreneurs du TP. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça a agrégé tout le monde, le mouvement des Gilets jaunes. Là, maintenant, on repart par corporation. Allons-y, ça va repartir par corporation. Mais puisque rien ne changera au niveau des instances, c'est pas parce qu'on change une virgule de place que leur vie va changer, c'est pas vrai. Ils vont toujours travailler 70 à 80 heures par semaine. D'ailleurs, il y a quelques fonctionnaires qui pourraient prendre des cours pour savoir comment on fait ça, et pour que dalle, puisqu'il leur reste rien. On a vu aussi, on l'a un peu oublié, mais on a vu en Bretagne des entrepreneurs se mobiliser contre la hausse faramineuse de l'électricité. Est-ce que vous sentez quand même une ébullition dans les milieux patronaux locaux, ceux qui ne sont pas sur les plateaux, dans les négociations à Paris, mais qui, au jour le jour, subissent les contraintes de la hausse du prix des diverses énergies? C'est-à-dire que par rapport au coût de l'énergie, où on a vu beaucoup les boulangeries fermées, parce que forcément, ici, on ne les voit pas, mais venez dans les bourgs, il n'y a plus de boulanger. C'est fini. Maintenant, il faut acheter... il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, moi, je crois que entre les entreprises qui ont fermé et les plus grosses structures qui sont restées, et ça a été absorbé, la hausse du coût de l'énergie a été absorbée, et c'est le client qui paye. Toujours. Toujours. Quand on voit aujourd'hui qu'une boule de pain, ça coûte presque 2 €, c'est faramineux. C'est faramineux par rapport au début de l'euro. Moi, je pense que l'euro, de toute façon, nous a ruinés. Donc, l'inflation n'est pas due qu'à la crise en Ukraine, mais aussi à une inflation structurelle depuis la mise en place de l'euro. Mais bien sûr. Mais l'Ukraine, elle a bon dos. C'est la faute de Poutine, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de tout ce qui se passe là-bas. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Si en 2018, on était dans la rue, c'est bien déjà que les problèmes étaient présents. Mais alors évidemment, là, ça s'est accentué, puisque ils nous dépouillent de l'électricité. Sur une facture d'électricité, on paye les éoliennes. C'est du grand n'importe quoi. On n'arrive même plus à qualifier la politique qui est appliquée. À part une politique de destruction systématique de la France, je ne vois pas ce qu'ils font d'autre. Est-ce que la crise agricole est, selon vous, une des composantes d'une crise rurale beaucoup plus profonde, c'est-à-dire celle de la désertification? Vous parliez à l'instant de la fermeture des boulangeries. On pourrait parler de la difficulté à installer des médecins dans les campagnes. Est-ce que vous voyez une accélération de la désertification rurale? Alors, il y a 2 choses. Je pense qu'ils ont le plan des villes 15 minutes, où il faut que tout le monde soit agrégé autour d'une métropole. Et dans le même temps, on voit tous les Parisiens, les grosses métropoles, qui quittent pour venir dans nos petites campagnes. Puisque maintenant, je prends le cas par exemple de Sarzeau, que je connais bien, il n'y a plus que des résidences secondaires. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les gens, en fait, se rapprochent des métropoles, mais en même temps, on autorise les gens à venir. C'est-à-dire, comme ils achètent toutes les résidences, il n'y a plus de logement non plus. Parce que ça aussi, c'est une crise qui s'en vient et qui va être coton, puisqu'on ne peut plus se loger. Alors, on s'aperçoit que le gouvernement s'est beaucoup intéressé à l'environnement, au réchauffement climatique, maintenant à la fin de vie, mais qu'il a été, d'une certaine façon, incapable d'anticiper la crise agricole et une autre crise qui vient probablement, qui sera celle du logement. Est-ce que vous pensez que c'est voulu ou que c'est de l'incompétence ?
Les deux. Pour moi, on est gouverné vraiment par des incompétents, mais des incompétents qui savent ce qu'ils font quand même. Ils sont conscients, en fait, ou alors vraiment, c'est l'incompétence puissance 1000, mais ils sont conscients du harcèlement qu'on subit. Enfin, je ne parle pas de la valse des ministres, je parle d'Emmanuel Macron, là. La valse, le harcèlement qu'on subit permanent, que les gens ne supportent plus, la société de contrôle qui est en train de se mettre en place, ils sont conscients de tout ça. Mais ils obéissent à des instances supranationales dont on ne veut pas. Les Français ne veulent pas de cette France-là. Pour revenir un peu sur les Gilets jaunes, avec le recul, quel bilan positif et négatif pouvez-vous tracer aujourd'hui de cette aventure militante aujourd'hui, avec ce recul, quel bilan en tirez-vous ? Alors, le bilan négatif, c'est que pas de structure, donc ça ne peut pas tenir. On voit bien les agriculteurs extrêmement structurés, très bien organisés, ça s'est très bien passé. Et là, pas de structure, on veut personne qui décide pour les uns ou les autres. Tout s'est écroulé. Évidemment, aucune maison ne tient sans fondation. Maintenant, le bilan négatif, ce sont les personnes qui ont été touchées dans leur chair quand même par la répression qui a été exercée. Et le côté positif de la chose, pour moi, c'est le réveil des peuples. Ça, c'est un marqueur du réveil des peuples. Ce n'est que le début. Quand les gens pensaient, ça y est, les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Non, c'est le début des contestations, le début des soulèvements. Puisqu'on voit bien que de toute façon, maintenant, les gens vont dans la rue. Alors évidemment, il y en a, ils sont extrêmement violents. Et puis il y a le 2 poids 2 mesures par rapport à qui va dans la rue, qui fait quoi, voilà. Mais en attendant, c'est le réveil des peuples. Aujourd'hui, le gouvernement, Emmanuel Macron, ne peut pas aller contre la prise de conscience, en fait, des mensonges monumentaux qui nous assènent tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est accélérer. Ils sont obligés de dire il faut accélérer avant que en fait, le peuple les dépasse. Mais nous sommes le nombre quand même. D'après vous, ils ont eu peur ? Pendant les Gilets jaunes ? Ah oui, bien sûr. On était à 2 doigts de faire tomber le gouvernement. C'est passé à un cheveu. Donc bien sûr qu'ils ont eu peur. Mais c'est pour ça qu'il y a eu une telle répression derrière. Et alors justement, est-ce que chez les Gilets jaunes que vous côtoyez encore, dont vous avez des nouvelles, est-ce qu'il n'y a pas une forme, premièrement, de résignation et deuxièmement, de fatigue, voire de dégoût pour les mobilisations politiques ? Ah non, le dégoût, il est pour ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils franchissent des caps, en fait, et ça, ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a la saturation des gens qui nous gouvernent, il y a le rejet des gens qui nous gouvernent, et là, on est au stade du dégoût. Parce que, excusez-moi, pendant la mobilisation des agriculteurs, qu'on entende que les députés s'augmentent de 300 €. Alors, évidemment, ce n'est pas le salaire, non, c'est les frais. Et les sénateurs de 700, mais c'est indécent. C'est indécent. Donc, que font les gens ? On met tout le monde dans le même panier. Moi, je suis pour la politique du dégageons-les tous. Alors, est-ce qu'une des stratégies des gens qui sont au pouvoir n'est-il pas de dégoûter justement les gens de la chose publique pour qu'ils s'abstiennent ? Ah bien sûr, évidemment, ça c'est la stratégie. Des fois, s'ils ne vont plus voter, on fait ce qu'on veut. Voilà, en gros, c'est ça. Mais moi, je pense que plus aujourd'hui encore qu'avant, il faut absolument, là, pour les élections européennes, que les gens aillent voter en masse. Parce que c'est là qu'on peut les dégager. Et c'est là, surtout, c'est une issue de secours et c'est aussi une sanction qu'on peut leur infliger. Parce que, là, l'offre politique n'est pas encore complète par rapport aux listes qui vont être présentées. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais on peut les sanctionner, très gravement d'ailleurs.
Donc, après, est-ce qu'ils en tiendront compte? Parce qu'évidemment, comme ils font ce qu'ils veulent avec les votes, avec ceci, avec cela, mais moi, je pense qu'il faut que les gens se mobilisent énormément. Ça aussi, c'est une forme de contestation. On va voter, là, pour les européennes. Il faut que ce soit la sanction qui tombe. C'est le coup près pour ce gouvernement. Il faut s'en servir. Et il faut rappeler qu'il n'y a qu'un seul tour. Et il n'y a qu'un seul tour. Alors bon, il n'y a qu'un dimanche à se mobiliser quand même. Oui. Allez-y, allez-y. Parce que là, on peut quand même agir. C'est très important. Parce que, comme je dis tout le temps, moi, dans ma famille, je suis d'une famille très nombreuse, je suis la seule politisée comme ça. Je dis, vous ne vous intéressez pas à la politique, mais la politique s'intéresse à vous. Donc, vous subissez, alors si vous ne faites rien, taisez-vous. Mais soyez résistants, bon sang. Et je crois que, en fait, évidemment, il y a des gens qui sont complètement blasés. Donc, ils restent chez eux. Il y a des gens qui renoncent, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, c'est David contre Goliath. Mais la résistance, elle monte en puissance. Et souvenez-vous que la résistance avec De Gaulle, ils n'étaient pas nombreux. Mais ils ont sauvé la France. Alors, après les Gilets jaunes, vous avez décidé d'être logique avec vous-même et de vous engager dans un mouvement politique qui était naissant à l'époque, qui était Reconquête. Vous en êtes parti. Là encore, il ne s'agit pas de régler ses comptes, mais quels enseignements avez-vous tiré de cet engagement et de votre prise de distance à l'issue de cette irruption d'Éric Zemmour dans la vie politique nationale? Alors, la leçon que j'ai tirée, moi je croyais qu'une campagne électorale, c'était la mise en place d'une machine de guerre. Très, très cadrée, très ordonnée, qui fait quoi à tel moment. Pas du tout. En fait, ça a été, là, en tous les cas, chez Reconquête, ça a été suivre la décision d'une personne. Bon, le résultat est là. Cette personne a décidé de tout, et donc 7%. Voilà, le résultat est là, et elle continue en plus à agir de la même façon. Donc les résultats seront là. Est-ce que c'est uniquement une question d'organisation, ou est-ce que, comme certains analystes politiques l'ont tenté de le démontrer, l'agrégation des divers fragments d'électorat auxquels s'adressait Éric Zemmour était de toute façon offrait de toute façon un plafond qu'il était difficile de dépasser? Certainement, il y avait un plafond difficile à dépasser, mais pendant toute la campagne, ils avaient à cœur de ne taper que sur les LR et sur Marine Le Pen. Ils n'ont jamais tapé sur Macron. Moi, je leur ai dit que je ne comprenais pas. Parce que c'est l'adversaire de la campagne, c'était Emmanuel Macron. Mais c'est pour ça, moi, je me suis retrouvée dans des meetings. Alors, c'est vrai que le parcours de France que j'ai fait, on a pris des bains de France, parce qu'on retrouvait l'amour de la France. Des bains d'amour de la France. C'est quand même important. Mais les gens me disaient, mais moi, je ne voterai pas pour lui. C'est génial, hein, tout ça, mais je ne voterai pas pour lui. Donc, il y a quand même... ils ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi. Donc, et évidemment, là, pour moi, même encore maintenant, là, c'est voué à l'échec, ça. Alors, vous êtes déçu, ça s'entend, mais pour autant, vous avez envie de poursuivre votre engagement politique au service des Français, sans dévoiler peut-être des discussions actuelles. Sur quels axes souhaitez-vous continuer à vous exprimer, et quels sont d'après vous d'ailleurs les meilleurs axes pour mobiliser aujourd'hui les Français sur une alternance politique au système actuel? Pour mobiliser les Français déjà, pour qu'ils s'intéressent à la politique, c'est qu'il faut qu'ils regardent ce que l'État leur prend et ce qui leur reste pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais il ne reste plus rien à vivre pour la majorité des gens dans ce pays. Donc, quand on en est à voir que, par exemple, j'ai fait des courses la semaine dernière, un chou-fleur, 5,50 €. Bon, alors je suis désolée, ça c'est vraiment la base.
qui peut s'acheter ça aujourd'hui? Donc si on ne peut même plus s'acheter des fruits et des légumes, il y a une raison quand même. Qui, où va? C'est ce que je reviens toujours à la question de ma vidéo. Qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Ils nous en prennent de plus en plus et ils en veulent toujours plus. Maintenant, il faut même faire des emprunts auprès des Français. Est-ce que vous êtes prêts à économiser 500 € pour donner à l'Ukraine et tout? Non, mais attends, on n'a déjà rien pour bouffer. Donc non, moi ça c'est niette. Alors, il faut que les gens se mobilisent contre la politique actuelle parce que ils vont, c'est ça, il faut que les gens prennent conscience de ça. Ils vont tout nous prendre. Ils ne s'arrêteront que si on les arrête. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il faut absolument que les gens se mobilisent contre ça. Parce qu'en fait, on voit Macron, le gouvernement prend des décisions, on se dit, ils ne vont pas faire ça. Mais si, ils font. Mais il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne pour les empêcher de le faire. Même le Parlement ne sert plus à rien. Donc, si le Parlement ne sert plus à rien, notre recours, c'est nous-mêmes. Et concrètement, au-delà des européennes, pensez-vous que ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc du centre puisse être défait en 2027. Ce jeudi sortait un sondage de l'IFOP publié par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui, pour la première fois, montrait qu'une candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, pouvait déstabiliser le fameux vote du bloc central qui assurait jusque-là aux héritiers à la fois du centre-droit et du centre-gauche, qui l'assurait de porter un candidat jusqu'à la victoire lors des diverses élections présidentielles. Est-ce que, d'après vous, cet équilibre peut être bouleversé en 2027 ? 2027, il reste encore 3 ans. Et à la vitesse où s'enchaînent les événements, et on sait que les événements sont rois, donc il peut se passer énormément de choses. Si on reste en l'état actuel des choses, pour moi, Marine Le Pen passe en 2027. Tout dépend maintenant des événements à venir, parce que là, les soulèvements, pour moi, vont s'accélérer. Donc, un soulèvement peut faire basculer une élection, complètement. Regardez, par exemple, là, l'extrême gauche, Mélenchon et tout, ce qu'ils ont dit sur le 7 octobre, c'est d'actualité, eh bien, ça les a complètement mis à part. Donc, un mot peut faire tourner complètement les choses. Maintenant, moi, je crois que si Emmanuel Macron continue sur sa lancée de destruction systématique de notre pays, c'est certain que Marine Le Pen passe. Certain. Parce qu'on n'est plus dans des... comme il a fait exploser le bloc gauche-droite. Donc la société a explosé avec. C'est ça qu'il n'en est pas conscient non plus. Toute la société a explosé. Les gens ne se sentent plus ni de droite, ni de... Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Moi, je serais pour le rétablissement clair et net de la droite et de la gauche. On sait qui fait quoi et qui pense quoi. Maintenant, pour moi, on est dans un clivage mondialiste, souverainiste. Bon, alors, les souverainistes, on est quand même extrêmement nombreux en France. Le seul problème, c'est que beaucoup de souverainistes ne se mobilisent plus pour aller voter. Donc, c'est là où il faut agir. Alors, vous évoquiez le nom de Jean-Luc Mélenchon. En cas de second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, la candidate du Rassemblement national, est donnée à 64 contre 36. Comment expliquez-vous l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est sa stratégie? L'effondrement de Jean-Luc Mélenchon, il est anti-France. Donc voilà, c'est tout. Il va récolter ce qu'il a semé. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on sème, il y a un moment, ça revient, il faut récolter. Donc il est anti-France. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense récolter?
En France, oui, il y a des Français. Alors évidemment, ces Français-là ne lui conviennent pas. Bon, tant pis, hein, il va pouvoir retourner dans son petit appartement parisien, petit entre guillemets, et puis il pourra ruminer ses erreurs. Mais honnêtement, là actuellement, je pense qu'il n'y a pas d'offre réelle qui pourrait vraiment mobiliser les Français aujourd'hui, en 2024. Il y a beaucoup de gens qui voteront pour Marine Le Pen par défaut, certainement. Mais si Marine Le Pen est à 64 et Mélenchon à 36, j'ai envie de dire ouf. Parce que moi, je ne veux pas de la France de Mélenchon. Et je ne suis pas la seule. Donc, je ne sais pas si Marine Le Pen serait une bonne présidente ou pas, je n'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, moi, si j'ai à choisir entre les deux, je voterai pour elle. C'est certain. Vous habitez en Bretagne, qui est une terre de contraste, c'est à la fois une terre rebelle, on l'a vu encore avec les bonnets rouges, et à la fois c'est une terre dite centriste qui croit plus que la moyenne des Français en l'Europe, qui a des aspects très modérés. Comment voyez-vous l'évolution de l'opinion publique bretonne, justement? Est-ce que cette population est en train de vivre des changements que vous constatez au jour le jour? Moi je suis toujours étonnée des votes des Bretons. Croire en l'Europe alors qu'elle nous a détruits, je pense que tout ça va évoluer parce qu'on a par exemple, là actuellement, le problème de la pêche. Puisque moi je connais bien la Turballe, le Croisic, qui sont interdits de pêche par l'Union européenne quand même. Il faut le faire. Oui, et par la justice française et par le Conseil d'État, qui a approuvé, qui a demandé à ce que les pêcheurs ne puissent pas aller pêcher dans le golfe de Gascogne pendant un mois, pour ceux qui ne seraient pas au courant, à cause des dauphins, c'est-à-dire du trop grand nombre de disparitions de dauphins. Voilà, donc, mais là, pendant que nos pêcheurs ne sont plus en mer, mais les autres prennent les marchés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc il y a une volonté de détruire déjà tout ce qui est l'industrie agroalimentaire. Ça c'est certain, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont touchés. Les marins pêcheurs sont aussi touchés par ça. Alors combien d'entreprises de la pêche et de la filière vont mettre la clé sous la porte là, grâce à... Mais là, tout le monde s'en fout. Écoutez, moi j'ai envie de dire à certains Français qui votent encore pour Macron, s'ils ont envie de bouffer des insectes jusqu'au restant de leur jour, continuez à voter pour lui. Mais moi, honnêtement, je préfère aller à la Criée, à la Turballe, acheter mon poisson qui est frais et qui n'a... ça fait partie de notre vie. C'est nos racines, quoi, en fait, là. Ils s'attaquent, parce que l'agriculture, c'est les racines. La pêche, c'est les racines. Emmanuel Macron s'attaque à tout ce qui fait nos racines. Nous sommes implantés dans notre pays. Un Français, moi je vois par exemple, j'ai habité à l'étranger. Ensuite j'ai habité dans le sud de la France. Mais il a fallu que je revienne parce que les racines, c'est aussi l'air que je respire. C'est là où je suis née. C'est pour ça que moi c'est le sel, je suis née à Guérande. Donc Macron veut détruire ça, mais faites en sorte qu'il ne le puisse pas. Moi, honnêtement, personne ne peut me couper de mes racines françaises. Écoutez, Jacqueline Gouraud, merci beaucoup pour ce cri du cœur. Merci pour vos explications, merci pour vos analyses. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Omerta. Merci à vous.